Bonjour à tous. Alors pour la petite histoire, Maurizio qui vient de passer sur scène, c'était mon prof à l'INSEAD il y a quelques années et je me suis pas mal inspiré de ses enseignements pour faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui chez Plus Simple, qui est le M&A programmatique. Et l'idée, comme beaucoup de patrons de FinTech ou d'InsurTech, nous on est un peu des besogneux, un pas devant l'autre, et on essaye de réfléchir un peu à ce qu'on fait. Et donc l'idée, c'est de vous livrer les enseignements de 16 acquisitions depuis hier, 15 avant-hier, quand j'ai préparé cette présentation. Souvent, quand on veut faire du M&A, il y a le mythe, et puis après, il y a la réalité. Le mythe, on se dit, c'est super d'un point de vue stratégique, ça va faire gagner du temps, on va pouvoir acquérir des compétences, on peut capturer de la profitabilité, réaliser des synergies. Sur le papier, c'est plutôt cool le M&A. La réalité du M&A, c'est que c'est quand même un truc particulièrement difficile à faire. Grosse distraction des équipes, la gestion du changement dans les boîtes qu'on rachète, c'est quelque chose de très difficile à réaliser. En général, les coûts d'intégration, ils sont sous-estimés. En plus, quand on fait ça pas correctement, il faut se taper la gestion des legacy systems qui sont un enfer à intégrer. Comme le disait Maurizio, il y a du churn, des clients, des collaborateurs. Et puis, vous n'êtes jamais à l'abri dans vos process de M&A de tomber sur quelqu'un qui a envie de vous la faire à l'envers. Et la fraude et les méchants, ça existe pour de vrai. Nous, donc on a fait 15, maintenant 16 deals en 4 ans, pour à peu près une valeur cumulée de 70 millions d'euros. En général, on rachète des boîtes qui font entre un demi-million à 5-6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elles ne sont pas hyper rentables, elles font une dizaine de pourcents d'EBITDA. Elles ont entre 2 à 30 personnes. Caractéristique assez commune de toutes ces boîtes, les fondateurs ont entre 45 à, le plus vieux, il n'est pas mort, mais il avait 70 ans. Et je peux vous dire qu'il était bien content de vendre sa boîte. Et souvent, ces boîtes, elles sont subscale. Elles avaient du mal, finalement, à se développer. Et une des raisons pour lesquelles elles avaient du mal à se développer, c'est qu'elles n'avaient pas les technologies pour le faire. Et donc, on a fait un plan stratégique qui est que 50% de notre croissance vient de la croissance inorganique et 50% vient de la croissance organique. Dans notre plan, là, on est hyper rigoureux et discipliné. Intégration totale dans la plateforme technologique qu'on a créée. Donc on kill complètement les legacy systems, on se débarrasse de totalement tous les systèmes qu'on a rachetés. On intègre le know-how des gens qu'on achète dans la machine. En moyenne, on achète des équipes qui ont 15 ans d'expérience cumulée. Et donc le fait de pouvoir intégrer dans la machine ces 15 ans d'expérience, ça donne énormément de valeur à ce que la machine est capable de faire en termes de souscription d'assurance. On assure des professionnels un peu partout en Europe. On réduit assez significativement la base de coûts, notamment en se débarrassant des systèmes que les boîtes avaient, mais aussi en laissant partir toutes les équipes administratives qui font des tâches à très faible valeur ajoutée. On consolide un réseau de distribution, donc on achète des petits courtiers en assurance qui eux-mêmes travaillent avec d'autres courtiers en assurance qu'on vient agréger en fait dans notre réseau de distribution. Et donc aujourd'hui, on a un peu plus de 9000 courtiers en assurance qui bossent avec nous un peu partout en Europe. Et ça nous sert aussi à rentrer à l'international, comme dans pas mal de fintech, dans l'insurtech, dans l'assurance, on est dans un métier de stock. Constituer un stock, ça prend du temps. Et donc le fait de pouvoir acquérir des boîtes qui ont déjà des stocks, ça nous permet de démarrer, d'être tout de suite rentable quand on attaque un pays, ce qui nous fait gagner en fait énormément de temps. Alors concrètement, c'est quoi le process d'acquisition ? Il y a 3 grandes étapes dans le process d'acquisition. Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais quand vous le faites concrètement, en fait, c'est un truc qu'il faut particulièrement travailler. D'abord, il y a le sourcing. Vous allez rire, mais les boîtes, elles n'arrivent pas toutes seules. Et donc, du coup, il faut organiser de manière systématique tout un réseau qui vous permet d'aller sourcer les boîtes que vous voulez racheter. Donc, c'est des advisors, c'est des banquiers, c'est des consultants, c'est des associations professionnelles. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre en place un scoring des cibles. Parce que finalement,
pour 10 ou 15 cibles que vous voyez, il y en a une seule qui correspondra vraiment à votre stratégie et ce que vous voulez faire. Et donc, il faut objectiver un maximum le pourquoi vous décidez de travailler avec telle boîte et de racheter telle boîte plutôt que telle autre. La deuxième partie, c'est le deal making. Donc ça, c'est dans l'imaginaire collectif et les films, là où il y a le plus d'adrénaline, quoique le post-merger, c'est pas mal aussi. Donc c'est l'approche de la cible, convaincre une équipe qu'il faut qu'elle vous vende sa boîte. La négociation, typiquement parler du prix, je reviendrai un peu sur ce qu'on a appris sur la négociation du prix. Je fais un peu de teasing, en fait le prix c'est jamais un sujet. Ensuite la structure du deal, comment vous allez structurer le deal, la term sheet, donc la proposition écrite que vous allez faire. Ensuite, une fois que vous avez, en gros il y a toute la phase de séduction, on a envie de travailler ensemble, et après vient une étape qui est moins rigolote, qui est la due diligence. C'est-à-dire que vous déployez des ressources pour aller comprendre pour de vrai ce qu'il y a dans la boîte que vous allez racheter. Ça, en général, ça pique un peu, tant pour vos équipes que pour les équipes que vous rachetez, qui n'ont pas l'habitude en plus de se faire auditer de manière aussi détaillée. Et puis après, il y a toutes les garanties que vous allez demander au vendeur, au cas où vous avez caché quelque chose, pour pouvoir vous retourner contre lui, hein, si ce que vous avez acheté ne correspond pas vraiment à ce que vous pensiez acheter. Et la dernière étape, qui est sans doute la plus importante, c'est ce qu'on appelle le post-merger integration. Et donc c'est le fait de constituer des équipes avec une vraie planification, la gestion du changement, parce que vous rachetez une boîte où vous avez une équipe de 10 personnes qui a travaillé ensemble toute leur vie, et vous débarquez avec vos propres méthodes de travail, etc. C'est une révolution, et donc il y a un énorme travail d'accompagnement à faire des équipes. Et puis après, c'est toute la partie outillage, l'IT, les process, sur lesquels il faut travailler. Et en fait, on ne découvre pas et on ne fait pas le post-merger integration le jour où on a signé le deal. Il faut préparer ça hyper en amont, sinon vous allez détruire énormément de valeur dans le process. La cheat note des acquisitions, les trucs qu'on a appris, c'est primordial de commencer petit et petit à petit de se muscler en fait pour développer une vraie compétence. C'était un de mes enseignements avec Maurizio. C'est ce qui nous a évité aussi de faire des conneries. Il y a un truc qu'on appelle les trophy assets. C'est la boîte sur le papier dont vous rêvez. Vous êtes prêt à mettre tous vos moyens pour acheter cette boîte parce que vous pensez qu'elle est tellement sexy pour ce que vous voulez faire. En fait, il faut éviter à tout prix en fait, les trophy assets. Il faut commencer par des trucs qui ne sont pas hyper sexy. Charlie en parlait tout à l'heure. On n'était pas une boîte sexy, donc ça allait bien. En fait, il faut commencer par des trucs qui sont petits et apprendre à les intégrer petit à petit, se muscler, tirer des leçons, faire des post-mortem sur tous les deals que vous faites et tout processer, tout industrialiser. Il faut écrire des process sur comment, en fait, ce que vous avez fait, vous allez le faire différemment la prochaine fois, vous allez refaire la même chose parce que ça a bien marché. Ensuite, il faut staffer une équipe que j'ai appelée apprenante, des gens à potentiel qui sont capables finalement de se dire « Ok, là j'ai merdé, je vais faire ça de manière un petit peu différente » et qui grandissent finalement avec la boîte et qui grandissent avec les acquisitions que vous faites. Nous, c'est Ambroise qui est notre patron du Corp Dev, qui est quelqu'un que j'avais débauché de chez AXA, il avait 29 ans, et qui aujourd'hui est celui qui a fait les 16 deals dont je parle, et qui a grandi finalement avec la boîte, et qui a fait des partenariats stratégiques avec les advisors avec lesquels on travaille, des auditeurs, des avocats, et à fond leverager la tech dans tout ce processus. Il faut bien choisir ses cibles. Le truc aussi qu'on a mal fait au début et qu'on a appris à faire, c'est qu'il y a des trucs qui sont très intéressants dans la boîte que vous allez racheter et il y a des trucs qui ne correspondent pas du tout à votre modèle. Et donc il faut couper tout de suite les trucs qui ne correspondent pas à votre modèle, faire ce qu'on appelle du carve-out, revendre ce que vous venez d'acheter et donc mettre en place un process qui vous permet de vendre vite les trucs qui ne correspondent pas vraiment à votre cœur business. Et ensuite, il faut se débarrasser le plus vite possible des systèmes informatiques des boîtes que vous rachetez.
Bien faire le change management des équipes et de ses propres équipes aussi. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'expérience de se faire racheter, c'est souvent assez désagréable. On est souvent pris pour un con par les équipes qui vous rachètent, et donc faut être particulièrement attentif à ce que ce change management soit fait de manière correcte. Et puis il faut savoir où on va et avoir un plan de financement qui est robuste pour accompagner ça. Et nous, c'est dans ces conditions qu'on avait levé 80 millions de dettes en fait, pour financer nos acquisitions, ce qui nous permet en fait, d'avoir ces 5 opérations par an qu'on réalise depuis ces dernières années. Dans les challenges, les trucs vraiment compliqués, la gestion du pipeline, en fait, vous allez vous rendre compte que vous commencez à acheter des boîtes et puis vous êtes pris dans l'achat des boîtes. Et en fait, gérer le pipeline, continuer à alimenter les nouvelles cibles, ça prend du temps. Et si vous oubliez en fait de faire ça, vous vous retrouvez avec un délai de 1 an, 2 ans sans boîte. Parce que finalement, vous n'avez pas travaillé de manière continue sur votre pipeline. Je parlais du prix. En fait, on se rend compte que le prix, c'est quasiment jamais un sujet. Le sujet, c'est la structure. C'est-à-dire que vous pouvez payer virtuellement n'importe quel prix, suivant la structure que vous allez assigner au deal. Combien je vais payer en cash tout de suite, combien je vais payer en earn-out, quel est le système d'incentive que je vais créer pour les fondateurs. Et in fine, vous verrez que vous arriverez quasiment systématiquement à payer le prix psychologique qu'attend le vendeur. Les due deals, je peux que vous encourager à être hyper rigoureux sur les due deals. Il y a tellement de choses qui ne sont pas exactement comme ce qu'on vous avait décrit que c'est vraiment capital d'investir et d'investir avec des top consultants sur les due deals. Ensuite, la négociation du contrat. Là aussi, ayez des avocats qui connaissent mieux que vous ce sujet du M&A. C'est absolument fondamental. Mettre en place assez tôt le plan d'intégration, les migrations IT, le change management, et puis rester humble. Et donc, pour rester humble, c'est bien d'avoir défini en amont des KPIs, se dire c'est ça que j'ai envie de faire, et puis honnêtement juger votre performance après les deals pour être certain que vous avez fait ce que vous pensiez que vous allez faire. C'est la meilleure manière d'arriver à continuer à créer de la valeur dans le temps. Voilà ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions plus spécifiques. Merci.